Vous stressez pour un rien, vous êtes incompris par votre conjoint, vos enfants, vos parents, votre supérieur hiérarchique, vos collègues. Les tâches domestiques du quotidien vous font craquer. Autant de sonnettes d'alarme qui vous signifient qu'il est temps d'appuyer sur pause, de prendre du recul et d'analyser vos émotions pour qu'enfin elles deviennent des forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour mieux vivre au quotidien et vous réaliser pleinement. Dans cette émission, nous allons vous parler des émotions. Faut-il en avoir peur? Comment les gérer et en faire des forces au quotidien? Je suis avec Catherine, elle est coach en développement personnel et professionnel et en plus, elle est certifiée en intelligence émotionnelle. Bienvenue à notre rendez-vous habituel, à votre café d'éveil. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on laisse des commentaires et on partage à nos meilleurs amis. Nous allons donc parler de la gestion de nos émotions, comment apprendre à les utiliser de façon positive, comment en faire des alliés. Nous allons également parler d'intelligence émotionnelle et voir comment développer son quotient émotionnel pour vivre avec sérénité en famille, en couple, avec vos amis et dans votre environnement professionnel. Catherine, tu es certifiée en intelligence émotionnelle. Qu'entend-on par émotion? Peux-tu nous expliquer la nuance entre émotion et sentiment? C'est souvent un peu confus pour tout le monde. Un psychologue de renom disait d'ailleurs, chacun de nous sait ce qu'est une émotion jusqu'à ce qu'on lui demande d'en donner une définition. À ce moment-là, il semble que plus personne ne sache. Bonjour José, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission sur les émotions. Quel sujet! Donc je voudrais commencer juste par dire, José, que le mot émotion vient du latin movere, qui veut dire ébranler, mettre en mouvement. Tout ça pour dire que sans émotion, nous ne pourrions pas vivre 10 minutes dans notre environnement. Nos émotions, elles ont donc un rôle, elles ne sont ni là par hasard, ni là pour nous gâcher l'existence. Elles ont un rôle bien défini pour chacune, elles ont une information précise et utile à nous transmettre dans toutes nos actions de la vie quotidienne. Elles vont donc nous permettre de réagir de façon adéquate selon les circonstances. Deuxièmement, nos émotions sont au cœur de notre vie sociale. Et sans elles, nous n'aurions ni amis, ni amour, ni ennemis. En quelque sorte, nous serions donc des robots. Troisièmement, elles nous permettent également de passer à l'action. Encore une fois, sans elles, je pense que nous pourrions passer des jours et des jours dans notre lit sans aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Et enfin, elles nous permettent de nous surpasser et d'aller au-delà de ce que notre intellect seul serait incapable de gérer. Alors, arrêtons d'avoir peur de nos émotions et faisons-en des alliés. Maintenant, Catherine, que nous savons ce qu'est une émotion, je voudrais te poser la question suivante. Quelles sont les principales émotions? Alors, nous avons 4 ou 6 selon les experts, émotions dites innées, naturelles ou émotions de base. Ce sont les émotions avec lesquelles nous naissons tous. Et puis nous avons d'autres émotions dites sociales. Ce sont les émotions que nous allons développer tout au cours de notre existence par rapport à notre environnement, par rapport à l'environnement dans lequel nous allons évoluer. Donc pour aujourd'hui, pour l'émotion qui nous intéresse, on va s'arrêter sur ces émissions dites innées, les émotions naturelles, Oui. donc propres à chacun d'entre nous.
La plus grande de ces émotions, c'est la joie. Alors la joie, elle nous sert non seulement de moteur pour avancer, mais c'est aussi un puissant facteur de bien-être. Nous avons la tristesse. La tristesse, elle nous permet de clore une période de vie, de tourner une page et d'être prêt à accueillir le nouveau. Nous avons la peur qui, grosso modo, nous invite à la prudence. Nous avons la colère qui est un puissant accélérateur pour nous sortir de situations enlisantes, pour fixer des limites et également pour chasser les intrus. Et puis, les deux dernières étant la surprise et le dégoût. Pour chacune de ces émotions naturelles et innées, il existe des intensités différentes. Par exemple, la joie, elle va aller du simple bien-être à la jubilation la plus totale. La colère, elle va aller de la simple irritation à la fureur. Comme la tristesse, qui va aller du coup de blues au profond désespoir, ou encore la peur, qui va aller de la simple crainte à l'inhibition la plus totale. Et entre chacune de ces extrêmes, plusieurs paliers d'intensité portant un nom bien spécifique pour en traduire exactement notre ressenti. Et alors, un sentiment, qu'est-ce que c'est? Alors, un sentiment, qu'est-ce que c'est? Un sentiment, c'est un mixte de plusieurs émotions. Et la différence de taille entre une émotion et un sentiment, c'est que le sentiment, il va durer dans le temps, alors que l'émotion, elle va être éphémère. Elle va correspondre à un stimuli, quelque chose qui va venir provoquer une réaction, donc l'émotion, et elle va être éphémère dans le temps. Le sentiment va durer. Alors, par exemple, nous avons le sentiment d'amour. Le sentiment d'amour, c'est un mélange de joie, de désir, d'excitation. Nous avons le sentiment d'amitié, qui est un mélange de confiance, d'honnêteté, de joie. Nous avons le sentiment de stress, qui est le mélange de la peur plus de la surprise. Nous avons le sentiment d'angoisse, qui est peur plus colère ou peur plus tristesse, et qui peut même être les trois en même temps. Et bien d'autres sentiments, sentiments de culpabilité, sentiments de, etc., etc. On se rend compte à quel point le vocabulaire émotionnel est à la fois riche et méconnu de beaucoup d'entre nous. Alors, quel est l'intérêt de comprendre ces nuances que tu viens d'expliquer? Effectivement, José, lorsque j'accompagne les personnes sur la gestion de leurs émotions, elles sont toujours surprises de découvrir ou de redécouvrir la diversité du langage émotionnel. Tout simplement parce qu'on utilise toujours les mêmes mots pour tout un tas d'émotions. Mais c'est la première chose sur laquelle on va travailler, identifier nos émotions et leur exacte intensité, puis apprendre à les nommer correctement pour pouvoir exprimer le plus justement possible ce que l'on ressent, ni plus ni moins. Et croyez-moi, ce n'est pas une chose si facile que ça à faire. En fait, la pauvreté de notre vocabulaire pour nommer nos émotions va créer des incompréhensions, des mauvaises interprétations et amène énormément de dégâts dans nos relations. Faites par exemple une expérience très simple. Demandez à quelqu'un « Comment vas-tu ?» La plupart du temps, les réponses que vous allez obtenir vont être les mêmes. Je vais bien, je ne me sens pas bien, je me sens mal, ou encore pire, ça va aller, ou ça va doucement. Or, vous conviendrez avec moi que tout ça ne va pas vous donner beaucoup de précision sur ce que la personne vit exactement et sur ce qu'elle ressent vraiment. Si je dis « je vais mal », ok, mais qu'est-ce que je ressens exactement? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis inquiète? Est-ce que je suis déçue ou en colère? Il y a tout un vocabulaire que nous devons effectivement apprendre à nous approprier. Pourquoi donc a-t-on du mal aujourd'hui à accepter et à parler de nos émotions, Catherine? Alors c'est vrai, José, que ça c'est la véritable question et je vais essayer d'y répondre parce que même si les choses ont tendance à évoluer ou évoluent, nous vivons toujours dans une société où malheureusement les émotions font peur et sont encore, à mon goût,
mal acceptée. Il y a certes des exceptions selon certaines cultures, au sein de certaines familles, mais généralement, parler de ses émotions est encore trop souvent considéré, y compris par nous-mêmes, hein, par un signe de faiblesse, d'impudeur, voire même d'hystérie. La répression de nos émotions, en fait, elle s'exerce à 3 niveaux. Il y a au niveau de la société. Ici, qu'est-ce qui se joue? Eh bien, c'est apprendre à modérer la manifestation de nos émotions et savoir les adapter aux circonstances. C'est ce que la société va nous demander et va nous apprendre. Au niveau des rôles sexuels, il existe encore un code social, bien évidemment non écrit, hein, mais de répartition des émotions selon le sexe. Alors, ainsi, certaines émotions seraient l'exclusivité des femmes, comme la tristesse et la peur, et donc inaccessibles aux hommes. Comme la joie et la colère seraient exclusivement autorisées aux hommes. Vous constatez vous-même comment encore de nos jours, une femme qui se met en colère est tout de suite dévalorisée, elle est pratiquement même perçue comme étant une hystérique. Et enfin, au niveau de la famille, car en effet, bien plus que la société et l'école, c'est dans la famille que nous allons, dès l'enfance, connaître ces premières répressions des émotions. Là aussi, point de généralité, car si dans certaines familles, tout est exprimé normalement, sans filtre, avec beaucoup de bienveillance, dans d'autres, les expressions vont être fortes, avec du bruit, aussi bien dans la joie que dans les disputes. Et enfin, dans une autre catégorie de famille, eh bien, tout va être feutré et égal. Tout haussement de ton étant considéré comme fortement déplacé. On apprend donc très jeune à faire bonne figure. On apprend à faire bonne figure. En fait, parler ou exprimer ses émotions est encore considéré comme quelque chose de dérangeant. C'est ça, Catherine? Voilà, tout à fait, José. Pour beaucoup de personnes encore, exprimer, parler de ses émotions, c'est presque dérangeant, exactement. Cela peut même choquer ou effrayer, car en réalité, on ne sait pas toujours quoi faire avec l'émotion que l'on reçoit de l'autre. C'est ainsi que très vite, sous la pression de la société, de l'école et de notre environnement familial, nous apprenons donc qu'il y a des émotions malvenues, qu'il y a des émotions interdites, et que dans tous les cas, il y a surtout un degré d'expression acceptable à observer, au-delà duquel les problèmes risquent de commencer à nous arriver. Tout ça, ok, mais au lieu de nous apprendre à gérer donc ces émotions, on nous apprend à les refouler. Très bien. Alors, donc, on a vu qu'il y a tout un système de filtration, si je peux utiliser ce terme, des émotions et même d'inhibition, de contrôle par la société, la famille, l'environnement. Alors, il faut donc que chacun arrive à gérer ses émotions. Alors, comment est-ce qu'on va gérer les émotions? Est-ce qu'on doit les nier, les renier, les ignorer, les combattre? Que faire face à nos émotions, Catherine? Alors, pour beaucoup de personnes, justement, José, avec lesquelles je travaille et dans mon environnement, hein, personnel comme professionnel, j'ai réalisé que gérer ces émotions veut dire les réprimer, les dompter, les étouffer, surtout ne plus les ressentir, donc encore moins en parler. Et voilà la plus grosse erreur. Car dites-vous bien que tout ce qui n'est pas exprimé finit forcément par être manifesté de façon exagérée. Autrement dit, lorsque je réprime une émotion, quelle qu'elle soit, que je la nie, elle va prendre des proportions telles qu'elle va finir par prendre le dessus sur mon comportement, sur mes actes, et avoir un impact négatif, nocif sur ma vie. Les exemples les plus flagrants sont la violence. La violence qui provient d'une peur niée ou d'une frustration non identifiée, ou encore la dépression, elle, qui va être la conséquence de colère non exprimée.
Gérer ses émotions, c'est au contraire apprendre à les identifier, apprendre à les nommer, à les accepter, à les accueillir, et c'est comprendre et tenir compte du message qu'elles nous envoient. Pendant longtemps, l'esprit rationnel nous a été imposé comme étant la forme d'intelligence la plus élaborée. On parle de quotient intellectuel. Les émotions et l'intuition étant plutôt mal considérées. Où en est-on aujourd'hui, Catherine, sur ces notions quotient intellectuel et émotion, intuition? Effectivement, José, et heureusement, depuis quelques années, le vent tourne. Et les neurosciences attestent bel et bien de l'existence d'une intelligence donc émotionnelle et de son importance dans nos parcours de vie aussi bien personnels que professionnels. On ne parle désormais plus que de QI, mais également de QE, donc de quotient émotionnel. Ok, merci pour cet éclaircissement. Toi, en tant que coach, en plus, hein, je précise, certifié en intelligence émotionnelle, madame, comment accompagnes-tu les personnes qui viennent te voir? Là, je Alors, m'adresse à la coach. mon accompagnement, José, consiste en 4 phases principales. D'abord, travailler à élargir le vocabulaire émotionnel de la personne. Ensuite, ça va être distinguer émotions de base, émotions sociales, apprendre à reconnaître les émotions et à identifier ce qui, chez la personne, est cause de telle ou telle émotion. La deuxième phase, on va aller évaluer le quotient émotionnel ou encore établir le profil émotionnel donc de la personne. À partir de là, je vais pouvoir accompagner la personne à identifier le ou les points faibles à renforcer pour élever son niveau d'intelligence émotionnelle. Autrement dit, on va aller chercher où sont les maillons faibles pour en faire des maillons forts. Et je voudrais juste ajouter que le quotient émotionnel, c'est quelque chose qui se travaille tout au long d'une vie. Et puis la quatrième phase, c'est que l'on va mettre ensemble un plan d'action et qui va être suivi tout au long de la période du cycle d'accompagnement. Donc, que ce soit en coaching individuel ou via les ateliers que j'organise en distanciel ou en présentiel, on va travailler sur 2 axes. Le premier, l'axe soi et les autres, et conscience et action. Donc, travailler sur son intelligence émotionnelle revient donc à travailler sur 4 piliers. Le premier pilier, et qui est le plus important, c'est la conscience de soi, qui revient à être lucide sur ses émotions. Le deuxième pilier, c'est la maîtrise de soi, c'est-à-dire savoir écouter ses émotions sans les laisser prendre le contrôle sur notre comportement. Le troisième pilier, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire faire preuve d'empathie par rapport aux autres et décoder chez l'autre même ce qui n'est pas exprimé verbalement. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la gestion des relations, qui revient à dire apprendre à synchroniser ses émotions sur celles des autres, c'est-à-dire se mettre au diapason sur le plan émotionnel. Alors, comme vous pouvez le constater, moi, je suis une passionnée de l'intelligence émotionnelle. Je lis beaucoup dessus, je continue à m'y former et je fais partie de ceux qui pensent que l'intelligence émotionnelle devrait vraiment être intégrée au programme de l'éducation nationale. L'outil devrait être enseigné à nos enfants dès la maternelle. C'est déjà le cas dans certains pays d'Europe du Nord où l'on enseigne aux plus petits l'empathie et la compassion par le biais de jeux. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Si tu vas jusqu'à demander qu'on introduise l'étude de l'intelligence ou la compréhension de l'intelligence émotionnelle dans le cycle scolaire, comme le font d'ailleurs déjà certains pays, hein, les pays du Nord que tu viens de citer, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est quels sont les bénéfices de travailler son intelligence émotionnelle? Pourquoi le faire, hein? Oui, c'est souvent la question qui revient et différentes études scientifiques ont démontré que l'intelligence émotionnelle est un puissant facteur de performance non seulement personnelle, mais également
professionnelle. Et ces études révèlent également que l'intelligence émotionnelle est responsable de quasiment 80% de nos réussites, contre 20% pour le quotient intellectuel. Aujourd'hui, dans les postes de direction, on estime que 80% des compétences qui permettent de réussir se situent dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, et c'est encore plus vrai pour le leadership d'exception. Pour 2 candidats sélectionnés pour le même poste de direction, beaucoup de top managers vont privilégier aujourd'hui le quotient émotionnel, car un bon quotient émotionnel va donc permettre à la personne de bien gérer le changement, d'avoir un bon niveau de confiance en soi et une communication adaptée à son entourage, ce qui est absolument essentiel par les temps qui courent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prise de décision et l'émotion sont intrinsèquement liées. Quelqu'un avec un faible quotient émotionnel va être enclin à prendre des décisions à chaud et va surréagir. Et cela ne peut jamais donner rien de productif, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. J'aime beaucoup à dire que l'intelligence émotionnelle, c'est faire qu'un problème ne devienne pas une difficulté. Un problème doit rester un problème pour lequel on va être capable de trouver une ou plusieurs solutions. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Catherine, tu viens de parler de beaucoup de choses, les émotions, l'importance du vocabulaire émotionnel, la nécessité d'apprendre à gérer nos émotions pour en faire des alliés puissantes. Effectivement, concernant le monde professionnel, on entend de plus en plus aujourd'hui parler de ce qu'on appelle les soft skills, un terme anglophone, dont l'intelligence émotionnelle fait partie, au même titre que la communication non violente, le management par les valeurs, etc., etc. C'est une approche, je pense, indispensable dans le monde professionnel aujourd'hui, où il faut mettre l'homme, ou plutôt le remettre au centre des préoccupations et des actions de la société. Au niveau justement sociétal, n'oublions pas que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, plus tôt ils se seront appropriés, plus tôt ils seront imprégnés des notions de connaissance de soi, de maîtrise de soi, de compassion, d'empathie et de bienveillance envers les autres, je vous assure, mieux la société de demain se portera. N'est-ce pas, Catherine? Oui, là, tout à fait d'accord avec toi, José. Faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est reconnaître, c'est comprendre, c'est choisir notre façon de penser, de ressentir et d'agir. L'intelligence émotionnelle, elle va façonner notre compréhension de nous-mêmes, de nos interactions avec les autres, et elle nous permet d'établir des priorités et détermine la majorité de nos actions au quotidien. Une phrase, en fait, pour moi, résume très très bien la notion d'intelligence émotionnelle. Ne soyez pas l'objet de vos émotions, devenez le sujet de vos décisions. J'espère que comme nous, vous aurez passé un agréable moment à cette émission Café d'éveil qui a été consacrée aux émotions. N'hésitez pas à contacter Catherine si vous souhaitez en apprendre davantage ou participer à ces ateliers. D'ailleurs, confidence, Catherine, je n'ai pas encore fait mon profil émotionnel et je serai moi-même très ravi de participer à tes ateliers. Alors, dans les semaines qui vont suivre, si le sujet vous intéresse, je vais organiser 2 ou 3 ateliers en distanciel sur l'intelligence émotionnelle. Vous trouverez le lien pour vous inscrire sur Café d'éveil, sur ma page Facebook Pro Catherine Maté, ou encore sur mon site internet chrysalitcoaching.com. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve le 23 mai 2021 pour parler d'affirmation de soi, c'est-à-dire savoir défendre ses opinions, donner ses avis, dire non en toute bienveillance, faire des demandes sans culpabiliser. Encore une fois, tout un programme pour prendre conscience, devenir et agir. À cette occasion, nous recevrons une psychologue qui nous donnera son avis de thérapeute. Merci pour vos réactions de plus en plus nombreuses.
car elle nous encourage à poursuivre cette émission et ce projet dont le but est l'élévation de l'être humain. À très bientôt au Café d'éveil.